Bonjour à toutes et à tous. Bonjour. Bonjour Laurent. Bonjour Franck. Comment tu vas? Très très bien. Bah voilà. On se retrouve aujourd'hui pour un petit épisode en plusieurs parties. Voilà, on va faire 4 parties. 4 parties, parce qu'on a peur de rien. Exactement, on est des fous. On est des fous. Et on va vous parler d'un petit sujet qui nous tient à cœur, d'un truc qui s'appelle l'OSR. Voilà, l'OSR, donc Old School Renaissance. Et on peut dire c'est un mouvement qui existe depuis peut-être une dizaine d'années, je crois. Hein, c'est ça 15 même. Ouais, voilà. Et en fait, on va vous faire un petit panorama de ce qu'est l'OSR tel que nous on le voit, on le perçoit, c'est entièrement subjectif. Voilà. Et pour pouvoir vous parler de l'OSR, on va se permettre de vous faire rapidement 2 cours d'histoire. On va commencer par le premier, on va commencer en fait par vous dire que vous savez pertinemment qu'il y a, on en est à Donjons et Dragons 5e édition, mais en fait, si on réfléchit bien, il y en a 7. Ouais, il y a 7 éditions. 7 éditions. Pourquoi si on compte les éditions numérotées, Advanced Donjons et Dragons, première édition, deuxième édition. C'est devenu D&D 3 quand on est passé de chez TSR à Wizard of the Coast. Puis est arrivée la 4e édition, qui a un peu divisé le monde. Les gens, on va y revenir. Et on y reviendra. Et puis D&D 5e édition, qui est sortie il y a quelques années, dont on vous a déjà parlé. Ça, ce sont les 5 éditions numérotées. Pourquoi Advanced Dungeons & Dragons s'appelle Advanced Dungeons & Dragons? C'est parce qu'il y avait un Donjon et Dragon avant, qu'on appelle le ODD. Ouais, le ODD. Original D&D. Ouais, celui de 1974. Quoi. Ou le O comme 0. Ouais, c'est ça. Voilà, la première. C'est la version 74, la toute première version, qui jouait qu'avec des D6, et dont les divers suppléments, comme Gréo, Clé Voleur, etc., fourniront toutes les règles pour Advanced Donjons & Dragons quand ce sera compilé derrière. À côté de ça, il y a quand même des gens qui se disent c'est un peu trop advanced pour nous. Nous, on est des gens plutôt basiques. Et donc, qu'est-ce qu'ils font? Il faut une boîte rouge. La boîte rouge, la version basique. On va l'appeler comme ça. Basique. Voilà. Même si on sait que derrière, il y a les boîtes expert, compagnon, maître et immortel. Voilà. Hein, voilà. Et qu'il y a plusieurs versions de ces boîtes, plusieurs écritures. Pour nous, en fait, c'est la version basique. Voilà. Pareil, c'est une édition de Donjons et Dragons qui a plusieurs petites... réécritures. Donc, on a 7 versions possibles de Donjons et Dragons. Avec des niveaux de complexité complètement différents. Et à l'époque on va revenir à la 3e édition de Donjons et Dragons. À cette époque-là, Wizard of the Coast sort en fait une licence libre qui s'appelle l'OGL et qui a permis à différents éditeurs tiers d'éditer en fait différents bouquins dédiés au D20 système. Que ce soit sur des nouveaux peuples, nouvelles classes, des nouvelles magies, des nouveaux univers. Et aussi, certains éditeurs avaient l'opportunité, grâce à ça, de créer en fait leur propre Donjons et Dragons, et c'est-à-dire de modifier certaines choses. C'est le cas pour Midnight des Vins ou carrément Conan des Vins. Ouais. Et il y en a qui, en pleine 3e édition, sont allés encore plus loin que tout ça. C'est plutôt que de modifier ou apporter certaines choses, ils ont décidé de créer leur propre Donjons et Dragons qui revenait à quelque chose de plus simple. Ouais. L'idée, c'était au final de prendre vraiment toute la base de l'OGL et de retirer tout le superflu pour retourner à la base. Et l'un des tout premiers qu'on pourra citer dedans, c'est Osric, qui se base donc sur la partie plutôt basique expert de Donjons et Dragons, où l'idée, c'était de refaire un corpus de règles proche de ça pour pouvoir publier leur propre scénario et les commercialiser. Exactement. Donc Osric était diffusé gratuitement en PDF, mais le but c'était de vendre des scénarios derrière. On vous laisse regarder ce que veut dire Osric sur internet. Pour nous c'est trop long. Ouais, compliqué. Et il y en a qui ont été même beaucoup plus loin, donc des gens comme Troll Lord Game qui se sont dit nous on va carrément en publier un. Et dans leur boîte, ils ont embauché monsieur Gary Gygax pour bosser avec eux, qui a bossé sur d'autres choses et des produits donc, de la gamme Castle and Crusade. Et voilà, le but c'était de refaire un Advanced Donjons et Dragons, mais qui soit simplifié de toutes ces scories avec un système unifié à base de D20 plus bonus, comme le DD3. Mais voilà, hyper classique, c'est un bouquin de base de 100 pages, il y a tout dedans et on n'a rien besoin de plus pour jouer. C'est vraiment génial. Donc,
voilà ce qui se passe un petit peu, mais à l'époque, on n'appelle pas encore ça OSR, ou on se penche un peu sur ces jeux, mais c'est un peu mitigé. À l'époque, on parle de rétro-clone, de néo-clone et de quasi-clone. Il y a une page sur le GROG qui en parle, on essaiera de mettre le lien dans la description en dessous, si on s'en rappelle. Complètement. Et en fait, on s'est aperçu en fait que à partir du moment où arrive la 4e édition de Donjons & Dragons, alors elle est bien et en même temps elle a ses détracteurs, mais elle est géniale. Elle perd en fait Wizard of the Coast sans qu'il commence en fait à perdre un petit peu de public. Et donc on se retrouve d'un côté avec DD4, hein, et de l'autre vous avez en fait Paizo qui reprend en fait les règles de la 3e édition et qui en fait Pathfinder, mais qui complique tout ça, enfin qui en rajoute, et c'est une grosse mécanique. Et entre ces deux mastodontes, en fait, un 3e public en fait va naître, c'est le public de l'OSR, de l'Old School Renaissance. Et il faut avouer que c'est à ce moment-là que on va dire un peu le pic de l'Old School Renaissance arrive avec un jeu emblématique qui s'appelle Sword and Wizardry, qui est un petit jeu très très simple qui, lui, lorgne vraiment du côté de ODD. ODD. Là, c'est vraiment le retour aux sources. Que des D6, enfin c'est vraiment on prend le jeu le plus simple possible, et de là il y a énormément de hacks qui vont sortir, et ça va inspirer énormément de jeux. Il y a énormément de jeux, on vous mettra un petit lien en fait qui répertorie en fait les jeux, que ce soit en fait qu'ils soient clones, néo-clones, rétro-clones, etc. Sachez que aujourd'hui, en fait, les clones, il y en a plein. Il y en a pour ODD, il y en a pour le basique, il y en a même carrément pour ADD 1. Il y en a même un pour ADD qui existe. Il y a énormément de clones de la 3e édition. Il y en a eu aussi de la 4e. Je sais pas si un jour il va y en avoir un de la 5e, on verra. Bon, bref. On dit des fois que la 5e, c'est un clone d'elle-même, en fait. C'est un clone d'elle-même. C'est un peu un rétro-clone d'elle-même. Je suis d'accord, en plus. Voilà un petit peu pour l'origine, en fait, de l'OSR. Maintenant, en fait, je pense qu'il est temps de parler de ce que veut dire en fait l'old school Renaissance. En fait, derrière tout ça, il y a toute une philosophie. Alors, nous, on a lu des ouvrages, on a lu des bouquins d'OSR. Il y en a certains qui nous intéressent, d'autres pas du tout. On a écrit des thèses, enfin. Oui, à peu près. Et tout ce qu'on va vous dire, en fait, c'est en fait, il faut savoir qu'il faut que vous compreniez c'est par un prisme, c'est-à-dire nos yeux, notre compréhension. Et ce que JB nous a appris. Et ce que JB aussi, qu'on salue, nous a appris un petit peu là-dessus. L'Old School Renaissance, en fait, vous pouvez le prendre de différentes manières, mais c'est comment je pourrais dire, en fait, c'est... Je commence par moi, en fait, ce que je pense de l'OSR. Vas-y, ça m'intéresse. L'OSR, en fait, pour moi, c'est quelque chose d'assez simple, en fait. Ce sont des règles très très simples qui sont, je dois l'avouer, un peu étranges, c'est-à-dire que elles sont pas toutes unifiées. Parfois, avec un D20, vous allez devoir faire plus, parfois vous allez devoir faire moins. On sent quand même le côté, ça sent un peu la naphtaline par certains côtés. Vous avez parfois des OSR où carrément les peuples sont des classes, hein. Les elfes ou les nains, c'est une classe à part. Voilà. C'est pas toujours très équilibré non plus. Pas toujours très équilibré, etc. Mais c'est même carrément minimaliste. Et c'est très étonnant parce que moi, personnellement, j'ai commencé avec... même si j'ai la boîte basique, j'ai commencé vraiment à jouer à Donjons & Dragons avec la 3e édition, donc pour moi elle est plein de dons, elle est très compliquée, c'est des règles à l'intérieur de règles. C'est aussi une édition où si on prenait en fait, si on avait deux personnages de la même classe, il y avait tout pour qu'ils ne se ressemblent pas, mais mécaniquement. Et je me suis aperçu que l'OSR, en fait, c'est quelque chose de très basique, c'est très minimaliste. Si vous avez deux guerriers à la table, mécaniquement ils vont se ressembler, et moi j'avoue que sur les premiers temps je me suis dit mais en fait c'est bête, à quoi ça sert? Et en fait ce qu'on m'a appris, c'est que pour différencier par exemple ces deux guerriers, parce que j'aime bien avoir cet exemple, on ne va pas les différencier mécaniquement, mais on va les différencier dans leur interprétation, dans la manière dont les joueurs vont les interpréter. C'est con, c'est du roleplay quoi en fait. C'est du roleplay. Et en fait l'OSR, ça m'a permis de découvrir que en fait le grand ancêtre duquel on se moque de temps en temps, en fait, dans sa version la plus épurée, va vous permettre en fait carrément de jouer un rôle. Moi je conseille la lecture du basique.
Oui. Je l'ai découvert en 2007. Hein. Moi, c'est pareil. Hein, j'ai pas commencé avec D&D. J'ai découvert tard et la lecture du basique Donjons et Dragons, je me suis dit, mais en fait, c'est ça Donjons et Dragons. Ouais. C'est voilà. Très étonnant en fait. L'OSR permet une relecture complète de Donjons et Dragons et permet en fait d'enlever en fait une image très compliquée, très désordonnée qu'on en avait. Et on vient à pour moi un fondamental qui est en fait le jeu de rôle. Et c'est tellement en fait minimaliste qu'en fait je me suis aperçu que en plus de jouer un rôle, c'était en fait ces règles très simples, c'était une sorte de carcan pour qu'il n'y ait pas d'abus autour de la table, ok. Mais à l'intérieur de ce carcan, ça nous permettait de faire un truc extraordinaire qui était carrément de faire quelque chose de très narratif. Ouais. Donc on revient en fait à quelque chose de finalement de très moderne et qu'on a l'impression de redécouvrir aujourd'hui. C'est hyper paradoxal. Ouais. Je suis tout à fait d'accord. Hein. On ne faisait pas. Alors si, il y avait des jets de découverte porte cachés, etc. Mais le joueur qui disait comme je suis un nain, je regarde tel truc du mur parce que est-ce qu'il n'y a pas des pierres? Ben oui, il le fait, donc oui, il le trouve. Voilà. C'est tout. On se pose pas plus de questions que ça. Ça va pas plus loin mécaniquement en fait. C'est du bon jugement de la part du MJ. Et dans le doute, on lance un D6 et on regarde ce qui se passe. Voilà, c'est juste ça. Ça, alors on mettra un petit lien sur un petit auteur qui s'appelle Matt Finch aussi qui a beaucoup écrit dessus. Il y a des choses à lire, mais le rulings not rules, c'est-à-dire prenez des décisions en partie qui sont intelligentes, parce que parfois les règles, elles vont pas l'être. Parce qu'on ne peut pas prévoir tous les cas, on ne peut pas penser à tout, on ne peut pas tout faire. Le but, quand même, à la base de rôle, c'est que tout le monde s'amuse autour de la table. Ah oui, c'est ça. Et donc, il faut savoir prendre une décision qui soit intéressante et qui gêne pas le déroulement du jeu. Et moi, il y a un petit truc que je rajouterais sur le côté OSR, c'est justement... pas toujours de redécouvrir encore, les gens ont redécouvert ces dernières années le bac à sable, la campagne avec des jeux comme Oltré qui permettent le sandbox aux joueurs de prendre un petit peu le contrôle de l'univers et d'y poser des choses. Moi, l'OSR, le système de jeu est un sandbox à lui tout seul. Les joueurs y apportent le house rule. Voilà. La règle maison, c'est la base même de l'OSR, et tous ces OSR, tous ces hacks qui sont tout, au final c'est celui-là est bien, et je vais prendre la règle de celui-là, puis je vais faire mon donjon et dragon en moi. L'ADN est en commun, c'est facile de faire des mutations, c'est ça. Et au final, on a un sandbox, même au niveau des règles, et chacun y apporte les petits bouts qu'il veut voir, et puis on en fait un ensemble cohérent, où le but c'est que tout le monde s'amuse avec les mêmes règles autour de la table et qu'on s'éclate. Pas deux personnes qui jouent à ADD de la même façon, parce que de toute façon, quand on lit les règles de ADD première édition, on peut pas les jouer by the book, quoi. C'est juste pas possible. ADD 1. Et voilà. Et Gygax disait lui-même, la seule chose qui devrait nous faire peur, c'est que les joueurs devraient se rendre compte qu'ils n'ont pas besoin de livre de règles. C'est aussi simple que ça. Et c'est aussi simple que ça. Et au final, c'est un peu vers ça que veut revenir l'old school, c'est le retour à la simplicité, où au final, on se retrouve autour de la table et on veut raconter une histoire, et il ne faut pas que les règles empêchent de raconter cette histoire. Librement. Voilà. Après, il y a des petites règles qui peuvent être intéressantes, chercher les petits plus 1, les petits bonus, parce qu'il faut que ce soit ludique. Il faut que ce soit ludique. Ça reste un jeu de rôle. En fait, moi, honnêtement, justement, c'est bien, c'est comme transition, c'est que moi, j'adore les jeux avec les traits libres. Donc, c'est Hero Wars, Hero Quest, Cape Call, Envy and Fall. On vous a déjà un petit peu expliqué, c'est une capacité qu'a votre personnage. C'est un mot ou une phrase, et puis vous avez une valeur. Et ça vous dit, en fait, si vous êtes fort là-dedans ou pas du tout. Ouais. Mais je me suis aperçu que dans ce genre de jeu, surtout quand on joue un truc un peu d'Heroic Fantasy, en fait, il n'y a pas vraiment de différenciation entre celui qui a une grosse épée et celui qui a une dague. Celui qui a une grosse épée, il se sent toujours un petit peu biaisé. Il se dit, c'est bien les jeux avec ces traits libres, mais moi, avec mon épée, j'aimerais impressionnant, ou je devrais faire plus de dégâts, il devrait y avoir cette logique. Et je me suis aperçu que l'OSR me permettait de ça. Ça me permettait en fait de rester dans mes trucs un petit peu narratifs, mais faut avouer, alors c'est un peu bizarre, c'est un peu désuet, c'est un peu ridicule, mais c'est Donjons et Dragons finalement. Et j'avoue qu'en fait, si mon épée fait 1d6 plus 2 et que la dague de l'autre fait 1d4, et en fait c'est une récompense. C'est bête, mais c'est ça en fait Donjons et Dragons, c'est ces petits trucs. Donc le moins de petits plus 1, à droite et à gauche, même que ce soit pour les points de vie, pour attaquer ou pour son arme, les dégâts, en fait, c'est une récompense pour le joueur.
Et je pense sincèrement que, en fait, dans le côté minimaliste, c'est aussi à ça que servent ces règles. Tout à fait. On peut rester sur le côté vraiment à la base où voilà, les armes elles font un D6 de dommages et c'est tout, et puis on rajoute la force. Oui. T'as un guerrier, t'as de la force. T'as de la force, t'as un plus 1, voilà, et ben tant mieux. Yeah. Ou effectivement, on peut caractériser les personnages un peu plus sur leur équipement. Ouais. Après, il y a des jeux qui font ça très bien, comme justement les jeux comme Fate ou les jeux Apocalypse, où on rajoute des traits à l'équipement, ce qui fait que forcément la dague et l'épée, même si on a la même compétence, ces petits traits supplémentaires vont permettre de différencier. C'est le D6 et le D4, c'est le plus 1 et le plus 2, c'est rapide et brutal. Voilà. Tout à fait. C'est exactement pareil. Donc au final, on en revient toujours à la base. Quoi. Toujours à la base. Et en fait, je pense que voilà à peu près comment on voit l'OSR. En fait, comme on peut le dire comme petite note finale, des gens, pour certaines personnes, ça va passer au-dessus de la tête, forcément. Pour d'autres, moi, j'avoue, c'est une des premières fois où tout d'un coup, en faisant du Donjon et Dragon, je respire. Non, mais c'est vrai. Non, c'est vrai. Il y a beaucoup de choses qui se font à la volée, et en fait, finalement, en fait, ces règles, elles sont parfois un peu alambiquées, mais le cadre qu'elle donne, en fait, vous permet au MJ parfois de faire des choses à la volée. Quand il fait une erreur, on peut rattraper à la volée assez aisément. Et je sais que Franck et moi, chacun, on a été meneur avec de l'OSR, mais on a été joueur aussi. Moi, j'avoue, j'ai été joueur, alors c'est complètement fou, on utilisait des règles de l'OSR, mais on faisait des modules de Pathfinder, et ça marchait. On faisait des trucs à la volée, enfin bref. C'est vraiment tout un... Je veux dire, c'est vraiment tout un esprit, tout un mouvement qui est très intéressant, qui au départ me semblait un peu snob, et puis finalement en fait c'est peace and love quoi, dans Donjons et Dragons, tout simplement. Exactement. Voilà. Bon voilà. Je pense que c'est un premier tour. C'est un premier tour d'horizon sur l'OSR qui est bien. Voilà. Qu'est-ce qu'on aura prévu pour la deuxième partie, ouais. Après les hors-d'œuvre. On va étonner un petit peu tout le monde parce qu'on va faire un petit panorama de l'OSR français. Et oui. Et oui, mon bon monsieur. Et sur ce, bonne lecture. Et bon jeu.